Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Bismart à 11h chaque matin. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec un sujet, la quête de fugitifs qui a démarré sur Internet. Peut-être avez-vous déjà croisé cette campagne des Most Wanted sur les réseaux. Eh bien, je vous propose de découvrir le travail de la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Ce sera donc dans l'interview avec le commissaire Jacques Crolly. Et puis ensuite, ce qui va occuper notre Tech Talk, la discussion portera sur la fraude et les moyens de paiement. On verra quels sont ceux qui sont plus ou moins fiables, quelle est la robustesse aussi des nouveaux modes de paiement qui sont proposés, les nouveaux modes d'authentification qui sont proposés en ligne lors de nos achats. Ce sera avec deux expertes qui nous parleront aussi des types de fraude que l'on peut croiser. Et puis notre rendez-vous sera à l'amorçage. On va parler de la diversité et de jeunes startups qui sont prêtes à être soutenues par des investisseurs. On essaiera de leur donner un coup de pouce. Et on conclura Smart Tech par un projet hors norme aujourd'hui, un méga yacht qui devrait naviguer pour la science et sa conception qui est assez spectaculaire, autant du côté de son design que pour son mode de propulsion. Mais tout de suite, donc, c'est le moment de l'interview. On va parler des Most Wanted, la recherche de fugitifs qui se passe aussi sur Internet. Alors, il y a 5 jours, Europol a lancé sa nouvelle campagne des Most Wanted. On en parle avec Jacques Crolly, commissaire, chef de la Brigade nationale de la recherche des fugitifs. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Quel est l'objet de cette campagne Most Wanted 2021 ? Eh bien, chaque année, la Brigade nationale de recherche des fugitifs que je dirige, dans le cadre de cette campagne, choisit de diffuser un fugitif particulièrement recherché pour tenter de faire appel à des témoignages du public qui peuvent nous aider dans la recherche de ce fugitif. Cette année, nous avons diffusé un fugitif qui se nomme Joël Soudron, qui est un trafiquant international de stupéfiants, extrêmement mobile, extrêmement discret, et nous avons besoin de l'aide du public afin de nous aider à retrouver sa trace parmi l'ensemble des investigations que nous mettons en œuvre pour tenter de le retrouver. Et alors, un appel à témoins lancé de manière aussi vaste qu'en utilisant les réseaux sociaux et Internet, est-ce que ça ne risque pas de générer trop de faux positifs ? C'est le jeu, c'est un risque que nous souhaitons prendre. À partir du moment où nous diffusons un tel appel à témoins, nous savons pertinemment qu'il va nous falloir distinguer le bon grain de l'ivraie. Et c'est précisément notre travail de savoir distinguer, de savoir exploiter chacun de ces témoignages pour pouvoir trouver parmi l'ensemble de ceux-ci le témoignage qui pourra peut-être faire basculer l'enquête et nous permettre d'interpeller le fugitif. Mais ce qui est recherché véritablement, enfin, au-delà de la personne fugitive, c'est sa localisation précise, parce que vous avez déjà des indices là-dessus. On met en œuvre une palette d'investigation extrêmement large, beaucoup de techniques d'enquête, des techniques sophistiquées, d'autres un peu moins, un peu plus anciennes. Et le but est précisément que n'importe quelle information que le public pense pouvoir être utile pour notre enquête puisse être portée à notre connaissance. Cette campagne met à la disposition du public un site internet avec l'ensemble des caractéristiques physiques de ce fugitif, sa photographie, ses caractéristiques physiques, et un formulaire qui permet au public de déposer de manière anonyme ou non, selon la position du déclarant, les informations qu'il pense pouvoir être utiles à notre enquête. Ça peut être une localisation précise, mais des faits ou des éléments beaucoup plus vagues, beaucoup moins précis. À partir du moment où, quelque part, le public a un doute, un témoignant a un doute, nous préférons avoir cet élément porté à notre connaissance pour pouvoir l'exploiter et ainsi savoir si véritablement il est susceptible de nous aider ou non. Et vous avez quel type de résultats sur ce genre de campagne ? Alors, cette campagne, elle est, donc, comme vous le disiez, organisée par Europol dans l'ensemble des 27 pays de l'Union. Elle a été lancée en janvier 2016 et donc elle est répétée chaque année en fin d'année. Depuis le début du lancement de cette campagne, ce sont 110 fugitifs qui ont ainsi été interpellés, ce qui est un nombre absolument considérable. Il faut savoir que, concernant la France, on choisit de mettre, nous, Brigade nationale de recherche des fugitifs, en avant des profils extrêmement complexes, puisque nous sommes uniquement saisis des enquêtes les plus complexes en matière de recherche des fugitifs. Et donc, nous avons diffusé 5 noms, 5 fugitifs depuis le début de cette campagne, et pour l'instant, nous avons réussi à en interpeller 2 d'entre eux. Et quels sont les canaux les plus efficaces ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui vous aident le plus à identifier les personnes ou à les retrouver, les personnes que vous recherchez ? On se prive d'aucun moyen.
les réseaux sociaux, c'est très efficace envers certaines générations, envers certains profils, certains réseaux sociaux pour certaines catégories de population, d'autres pour d'autres catégories de population. Le postulat de base, c'est qu'on ne se prive de rien. On ne veut rien laisser au hasard et on veut faire en sorte que notre enquête soit la plus exhaustive possible. Alors parlez-nous de votre brigade, commissaire, cette brigade nationale de la recherche des fugitifs. De qui est-elle composée? Quels sont vos outils? Comment êtes-vous organisé? Alors, la brigade nationale de recherche des fugitifs a aujourd'hui quasiment 20 ans. C'est une brigade qui appartient à la direction centrale de la police judiciaire, qui a une compétence sur l'ensemble du territoire national. Elle est composée environ d'une vingtaine d'enquêteurs et elle va prendre à son compte les dossiers de recherche de fugitifs les plus complexes, les plus sensibles. À titre d'exemple, c'est cette brigade qui avait à l'époque retrouvé Jean-Pierre Trébert après son évasion de la maison d'arrêt d'Auxerre, Redouane Faïd après ses multiples évasions des prisons de Séquedin et de Réau. Et plus récemment, nous avons interpellé, dans le cours de l'année 2021, déjà 21 personnes dans le cadre de nos activités, toutes recherchées pour des faits particulièrement graves. Ce sont des enquêtes terrain, des enquêtes numériques? Comment vous travaillez? Comme je le disais, tout est envisagé. Okay. Si l'enquête nous pousse à aller sur le terrain, nous irons sur le terrain avec notamment l'appui d'unités spécialisées si cela est nécessaire, comme les brigades de recherche et d'intervention de la police judiciaire. Et à l'inverse, nous avons d'autres investigations qui nous poussent à être davantage dans le bureau, des investigations plus techniques, plus technologiques que nous développons également. Oui, parce que j'imagine quand même que les choses ont évolué avec les nouveaux outils qui sont arrivés, les nouveaux moyens de communication. Expliquez-nous un peu avec quoi vous travaillez aujourd'hui. Vous êtes plutôt dans l'infiltration, vous allez sur le dark web. Alors, quelles sont vos nouvelles méthodes? C'est vrai que cette campagne Mostantine nous pousse à sortir quelque peu de l'ombre et à dévoiler, non pas nos méthodes, mais en tout cas les personnes que nous recherchons. Nous préférons habituellement travailler dans la discrétion, que ce soit sur nos objectifs ou nos moyens. Vous comprendrez bien que je ne vais pas vous détailler l'ensemble de nos moyens. Notre travail, il est cependant le suivant. Rechercher un fugitif, c'est différent de rechercher à imputer des faits à une personne. Nous avons simplement à rechercher la localisation d'une personne pour l'interpeller. Pour cela, on est extrêmement libre. La seule limite que nous avons, c'est celle fixée par la loi. À partir de là, c'est notre travail d'imaginer tous les moyens possibles, technologiques, physiques, humains, pour pouvoir parvenir à notre objectif. Quelque part, en résumant, notre travail, c'est un peu le suivant. Si vous imaginez quelque chose que nous devrions mettre en place pour une enquête, notre travail, c'est de l'avoir déjà imaginé et de l'avoir déjà mis en place, si cela est possible légalement, techniquement, technologiquement. Il y a quand même des complications, j'imagine, pour votre travail, cette envolée de messagerie cryptée, des acteurs du numérique qui ne veulent pas ouvrir des portes qui permettraient justement d'accéder aux messages ou à des identifications et qui disent que ça créerait des failles de sécurité. Tout ça, aujourd'hui, comment vous travaillez dans ce contexte? C'est plus compliqué, non ? Bien sûr, notre travail, c'est s'adapter en permanence. Il y a 20 ans, c'était s'adapter au téléphone portable. En 2021, c'est s'adapter aux messageries chiffrées, au chiffrement des données, des supports numériques. C'est un travail extrêmement complexe qui demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de proactivité également pour détecter quels seront les futurs usages technologiques que nos cibles risquent d'utiliser par la suite. Ça demande un lien constant avec les opérateurs du numérique, sur lesquels je ne m'étendrai bien pas plus, vous pouvez bien sûr le comprendre, mais en tout cas, ça demande une adaptation permanente. Et là où on va être moins fort, moins performant sur un domaine, on va tenter de compenser dans d'autres domaines le temps de pouvoir s'adapter, de se remettre à niveau. C'est une histoire un peu ancestrale, celle du policier et du voleur. On part toujours avec un petit train de retard. Le but, c'est de rattraper au plus vite le voleur et de manière tout à fait incarnée dans le cadre de la matière de recherche des fugitifs. Vous avez des affaires qui ont été résolues, en particulier grâce au numérique. Vous savez, on est dans Smartech, ça nous intéresse plus particulièrement, cet aspect-là. Bien sûr, il faut savoir que chacun d'entre nous laisse de façon volontaire ou non des traces sur les réseaux, sur Internet, de façon ouverte, ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Information, sur laquelle nous travaillons beaucoup, ou alors de manière un peu plus fermée, sur des réseaux sociaux fermés, sur des applications chiffrées. Notre travail, c'est de trouver la clé, trouver déjà la localisation de ces informations, pour ensuite travailler dessus et pouvoir dresser en quelque sorte le portrait numérique. Toutes les traces numériques que laissent nos cibles, mais également leurs entourages, sont évidemment cruciaux pour nous, pour parvenir à des résultats dans une enquête.
Et au niveau législatif, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient bouger prochainement, qui vous permettraient d'avoir davantage de latitude dans vos enquêtes en France ? On se sert toujours de la législation qui est à notre disposition. Celle-ci doit s'adapter aux évolutions technologiques. Les notions de perquisition numérique sont des notions nouvelles qui sont apparues, à laquelle la loi, la législation a dû également s'adapter. Et c'est toujours faire usage d'articles de loi, de dispositions existantes qui ne sont pas toujours parfaitement adaptées, mais qui, en temps voulu, parviennent à se transformer, parviennent à être amendées pour être parfaitement opérationnel afin de nous aider dans nos enquêtes. Merci beaucoup Jacques Crolly, commissaire, chef de la Brigade nationale de la recherche de fugitifs, d'être venu nous parler de ces campagnes Most Wanted. À suivre dans Smart Tech, c'est le Tech Talk. Alors, notre discussion aujourd'hui va porter sur les nouveaux moyens de paiement. Sont-ils un moyen de remédier à la fraude, en tout cas de la limiter lors de nos achats en ligne? On en parle avec deux expertes. Lisa Lashkar en plateau avec moi, directrice du développement commercial France de Riskify, qui est une entreprise qui propose une plateforme technologique basée sur le machine learning pour permettre aux commerçants d'identifier les personnes derrière chaque interaction et donc de réduire au maximum les incertitudes et les risques de fraude. Et puis par Skype, nous sommes connectés avec Stéphanie Biron, qui est ingénieure de formation, cofondatrice de la néobanque Prismea, qui a été créée dans le cadre d'un programme d'interpreneuriat au sein de la Société Générale, du groupe Société Générale. Mais depuis, cette fintech a vécu sa vie. Elle s'adresse plus particulièrement aux PME qui veulent ouvrir un compte professionnel en ligne, mais désormais, il s'agit d'une filiale du Crédit du Nord. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup de participer à ce talk sur la sécurisation de nos moyens de paiement. On est dans une période assez cruciale puisque ce sont les fêtes qui approchent et que de nombreux achats se font en ligne aujourd'hui. Alors, on va peut-être commencer ensemble, Lisa Lashkar, sur cette fraude. Comment est-ce qu'on peut la définir? Quels sont les différents types de fraude que l'on rencontre aujourd'hui dans le cadre du e-commerce? Alors, dans le cadre du e-commerce, on doit dire aujourd'hui que le spectre s'élargit. On a d'abord des fraudeurs qui sont de plus en plus sophistiqués, des réseaux qui s'organisent. On voit sur le dark web notamment des échanges entre fraudeurs, des astuces, des guides pour devenir fraudeur même, assez facile d'accès. Nos équipes passent d'ailleurs beaucoup de temps sur le dark web pour essayer de monitorer cette activité. Et puis vous avez aussi avec l'avènement du e-commerce, des acheteurs légitimes, des fraudeurs opportunistes. C'est-à-dire un fraudeur opportuniste, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, un exemple, pendant la crise du Covid, les gens qui avaient acheté des billets d'avion et qui n'ont pas pu se faire rembourser en temps et en heure, ont appelé leur banque en disant « ce n'était pas moi qui ai passé cette commande, je fais opposition à la transaction ». Donc, ils soumettent un chargeback, ce qu'on appelle un chargeback auprès de leur banque, à la charge du marchand. Mais c'était bien eux derrière cette transaction. Donc, c'est des clients qui trouvent une brèche. C'est plutôt, oui, c'est ça, de la malhonnêteté que du professionnalisme dans la fraude. Donc, vraiment, on a un spectre très large entre les fraudeurs dont c'est le métier et puis les acheteurs légitimes qui arrivent à trouver une brèche. On a vu aussi pendant le Covid les livraisons sans contact. On ne demande pas de signature à la livraison. On peut toujours dire qu'on n'a pas reçu le colis, que le voisin l'a volé. Et puis c'est assez facile, on se fait rembourser et on a le colis. Alors là, clairement, il n'y a pas d'outil de détection possible contre ça. Si, parce qu'on peut quand même voir et aller contester ces impayés, ces chargebacks. Donc, avec ce large spectre, il faut avoir des outils hyper performants qui permettent de détecter tout type de fraude. Et c'est là le challenge pour les marchands e-commerce. Parce que la fraude, c'est facile à éviter. On peut bloquer toutes les fraudes, mais on peut aussi perdre 50% de son chiffre d'affaires et bloquer tout le monde. D'accord. Donc, il ne faut pas trop froisser son client. Exactement. En fait. Donc, le challenge, l'enjeu pour les marchands e-commerce aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre entre bloquer les fraudeurs, les vrais fraudeurs, et laisser les acheteurs légitimes finaliser leurs achats sans friction et ne pas les bloquer.
Alors, on va donner la parole à Stéphanie Biron, qui est intervenue au Web Summit de Lisbonne, si je ne me trompe pas, pour évoquer la responsabilité des banques, justement, sur la question de la lutte contre la fraude. C'était important de revenir là-dessus, Stéphanie Biron ? Oui, tout à fait, parce qu'on parle des nouveaux moyens de paiement qui permettent de faciliter l'achat en ligne. Je pense qu'au-delà du moyen de paiement, il est important de rappeler que derrière chaque moyen de paiement, il y a un utilisateur et il est nécessaire, en tout cas pour les acteurs bancaires ou les établissements de paiement, d'avoir réalisé toutes les vérifications, ce qu'on appelle dans notre jargon bancaire Know Your Customer, donc le process KYC, qui permet de connaître son client, d'identifier d'où il vient, ce qu'il fait, quelle est son identité, et de pouvoir lui prodiguer les moyens de paiement qui sont adaptés à sa situation. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du type d'utilisateur, il faut prévoir des moyens de paiement différenciés ? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais par exemple, on le voit dans les banques, notamment quand on a des cartes de paiement à débit différé ou à débit immédiat. Donc, le fait de connaître son utilisateur en termes de comportement va influer sur le type de moyen de paiement auquel il aura accès. Donc, aujourd'hui, la détection de la fraude, je pense qu'il est important. On a plein d'outils technologiques qui nous permettent d'améliorer cette détection. Et je pense à des solutions de liveness où on va faire des checks entre la pièce d'identité et la personne qui demande un service en ligne. Mais la supervision humaine reste encore importante et dans certains cas, seul un œil humain peut vraiment identifier que sur ce cas, on est sur un risque très fort de fraude. Et donc, ça permet d'ajuster les moyens de paiement qui sont transmis à la personne ou donc de bloquer des situations qui sont anormales et de prévenir la fraude. Une réaction là-dessus, Lisa Lashkar ? Sur l'œil humain, je pense que la machine est quand même plus efficace que l'œil humain et surtout en termes de connaissances. Avec un réseau de données, on arrive quand même à être plus performant. Et l'œil humain veut dire friction. Et sur un parcours d'achat, on sait que la friction coûte cher aux e-commerçants. Alors, si vous parlez de friction, c'est-à-dire en fait, c'est ces moments où on veut finaliser notre achat et on se retrouve dans ce processus-là d'authentification, de vérification de notre identité. C'est clairement en train de s'alourdir aujourd'hui. Ça s'alourdit. Puisqu'on a une nouvelle directive européenne qui est désormais appliquée en France. C'est ça, la DSP2. Alors, DSP2. Précisez-nous ce que ça impose et ce que ça change. Alors, la DSP2, c'est une directive européenne qui vise à renforcer la sécurité des paiements en ligne au travers de l'authentification forte. Donc, je pense qu'on l'a tous vécu en achetant en ligne. Avant, c'était on vit chacun des choses différentes, parce qu'en fonction selon la banque. Des banques, des sites, on n'a jamais la même expérience. Jamais la même chose. Mais avant, ça pouvait être un texto simple avec un code et c'était fini. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, il faut avoir, c'est souvent une redirection vers l'app bancaire. Ça veut dire que vous quittez le site du e-commerçant, vous allez vers votre app bancaire, vous attendez, vous espérez. Là, il faut se connecter. Saisir le mot de passe de son compte personnel. Vous êtes redirigé et si tout va bien, vous finalisez votre achat. C'est long, c'est beaucoup de friction. C'est pas imperméable à la fraude. On voit très bien sur le dark web et on voit chez nous que des fraudeurs arrivent à contourner le 3D Secure. Donc, c'est pas vraiment efficace, mais justement, les nouveaux moyens de paiement sont une bonne méthode pour aller récupérer ces clients qui vont peut-être être rejetés au moment du paiement à cause du 3D Secure. Alors, vous pensez à quels moyens de paiement qui seraient les plus robustes ? Les e-wallets, par exemple, comme l'authentification forte est intégrée au wallet, donc vous n'avez pas de 3D Secure à passer, l'étape 3D Secure. Donc c'est un paiement en. Donc ça, c'est les portefeuilles électroniques qui sont proposés par Google et Apple principalement. Exactement. Bon, ça coûte plus cher aux e-commerçants. Donc encore une fois, une question d'équilibre. Est-ce qu'il vaut mieux
payer plus cher une méthode de paiement alternative et récupérer ses clients perdus dû à la friction, aux erreurs techniques de 3D Secure. Donc, trouver cet équilibre et aller proposer quand il faut le bon moyen de paiement. Alors, du côté des banques que vous connaissez bien pour avoir bossé, travaillé longtemps avec elles et chez elles, à l'intérieur, tous ces nouveaux process qui sont mis en place et qui alourdissent quand même ces processus d'achat, ça les sécurise aussi, les banques. Ça leur permet d'être moins sujettes à la fraude et donc au remboursement des achats en ligne. Alors oui, tout à fait. On a vu l'avènement de types de paiements qui permettent de protéger les consommateurs, par exemple de la récupération des codes de leur carte bancaire, par exemple la carte virtuelle. Donc c'est intéressant d'étudier ce cas-là parce que le client peut de manière instantanée, notamment dans le cadre d'une banque en ligne, créer une carte virtuelle, l'utiliser pour un achat en ligne et ensuite la clôturer. Donc ça lui permet d'éviter d'avoir une fuite de ces informations de cartes vers des fraudeurs qui seraient en train de réaliser du phishing sur une page et donc de récupérer les moyens de paiement. Alors là-dessus, Stéphanie Biron, je voulais justement vous faire réagir parce que la carte virtuelle, donc qui consiste à avoir des numéros éphémères finalement de cartes, oui. Je trouve que c'est une solution super sécurisée, effectivement, mais qui existe depuis très longtemps. Et pourtant, je ne m'explique pas pourquoi les banques ne les mettent pas davantage en avant, n'en font pas davantage la promotion. Alors effectivement, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense aussi que le paiement en ligne a vraiment eu une forte augmentation au cours de l'année 2020. Je pense qu'on est sur une croissance de 20% des achats en ligne. Aujourd'hui, du coup, on a une adoption de ces nouveaux moyens de paiement qui est finalement très récente et qui a été accélérée par la pandémie. Je pense aussi que les banques traditionnelles, elles font évoluer leur offre de marché, elles sont dans une transition digitale et donc elles font évoluer petit à petit leurs offres et c'est vrai qu'il leur faut un peu de temps pour mettre en place toutes les technologies derrière qui permettent de supporter toutes ces demandes clients. Et alors vous, en tant que fintech néobanque, vous proposez quoi comme moyen de paiement aux PME que vous adressez directement ? Alors nous, effectivement, on propose des cartes physiques mais aussi des cartes virtuelles et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les créer en quelques secondes. Nos clients, on a réalisé un process de KYC très fort lors de la création du wallet, donc ce qui nous permet de s'appuyer sur la biométrie puisqu'on a développé donc une authentification via soit via Face ID ou Touch ID en fonction du smartphone utilisé, ce qui permet de fiabiliser la commande d'une carte en ligne et d'avoir donc sa carte à disposition en quelques secondes et de pouvoir réaliser son paiement. Et c'est vrai que ces technologies, cette expérience client, elle est possible parce qu'on s'appuie sur des technologies qui sont récentes et qui nous permettent de répondre aux besoins clients. Et donc, on a énormément de clients chez Prismia aujourd'hui qui utilisent ces cartes virtuelles. Sur les cartes virtuelles, je continue à insister sur cette techno qui est vraiment presque la plus basique, la plus simple, qui existe depuis très longtemps. Pour les e-commerçants, c'est tout à fait transparent. Oui, oui. Le moment du paiement, les informations bancaires ne sont pas forcément les plus cruciales quand vous allez détecter de la fraude. Par exemple, on va collecter des centaines de points de données et le numéro de carte bancaire, ça n'en est qu'un. Donc on a vraiment de quoi détecter si c'est un acteur légitime ou un fraudeur bien avant même le moment du check-out. Alors, quels sont ces critères, ces paramètres qui sont étudiés par exemple dans Riskify? Qu'est-ce que vous mettez comme type de critères pour que votre logiciel détecte la fraude en amont? Alors, on va collecter tout ce qui est comportemental, on va faire du device fingerprinting, donc comprendre quel est l'appareil utilisé. On va collecter, on va faire de la détection de proxy. Donc, est-ce que l'acheteur est en train d'essayer de cacher son identité ou pas? Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que chez Riskify, aujourd'hui, on travaille avec des centaines de marchands dans le monde. On traite des transactions qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, si un de ces points de données est lié à de la fraude dans ce réseau de marchands, c'est aussi un super bon indicateur de fraude. D'accord. Donc, Et alors, sur le type de moyen de paiement, est-ce que certains posent plus de difficultés que d'autres pour repérer cette fraude de manière automatique ?
Aujourd'hui, la carte bleue reste quand même le moyen le plus utilisé. Donc, ça serait pas quelque chose de comparable de dire ça. Mais oui, la carte bleue reste quand même ce qui pose le plus de problèmes et ce qui reste le plus facile à pirater et à voler comme information. Et si c'est une carte virtuelle avec un numéro éphémère, on règle ce problème ou pas? Bon, je pense que les fraudeurs arrivent toujours, ils sont toujours une étape devant. Et alors, Stéphanie Biron a évoqué la biométrie, qui semble être aussi une des solutions adoptées massivement pour lutter contre la fraude au e-commerce. Là-dessus, vous pouvez détecter une fraude biométrique? On peut détecter une fraude, non, pas encore. Je ne sais pas les chiffres, mais est-ce que ça représente une vraie part de marché? Je ne suis pas sûre que les fraudeurs ils ont des techniques beaucoup plus faciles pour aller voler, pour aller frauder les sites e-commerce que d'aller s'attaquer à ce marché-là, je pense. Stéphanie Biron, vous avez un indicateur là-dessus, sur l'utilisation aujourd'hui de la biométrie? En termes de fraude, usurpation d'identité, du coup, nous aujourd'hui, sur les usurpations d'identité, alors je parle de mon cas propre parce que c'est vrai qu'on est un peu connexe, puisque nous, on propose un compte de paiement et souvent on a énormément d'attaques de fraudeurs, mais parce que les fraudeurs veulent se servir de nos comptes Prismea, par exemple, pour justement aller détourner de l'argent. Ce qu'on observe, c'est que les principales fraudes qu'on observe, c'est effectivement usurpation d'identité à l'entrée en relation, faux documents. Donc du coup, si on n'avait pas, nous, de liveness derrière et d'identification biométrique de la personne grâce à de l'OCR qu'on rapproche aux pièces d'identité récoltées, en fait, c'est vrai que on rejette aujourd'hui 50% des demandes d'entrée en relation sur des problèmes d'identité et ou de faux documents. Et 50%, c'est énorme, en fait. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et pour ceux qui arrivent à passer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un filtre à 100%. Et quand je parlais tout à l'heure, au début de notre entretien, de la partie supervision humaine, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est le cadre réglementaire de l'ANSSI, notamment par rapport aux entrées en relation en digital avec des clients, ils imposent, quel que soit l'outil technologique utilisé, d'OCR, ou de check de pièces type document ou justificatif de domicile ou pièce d'identité, nécessite, pour être conforme à la réglementation, d'être vu et contrôlé par un humain. Et nous, on le met en place, ce check humain, parce qu'en fait, souvent, dans le premier filtre technologique, on a peut-être 20% des fraudeurs qui sont très très bons, qui sont passés dans les filtres technologiques et qu'on va identifier par l'expérience humaine. C'est-à-dire que l'humain va être très bon pour aller focaliser sur une situation et des paramètres qui, mis bout à bout, vont créer une situation, et le cerveau va pouvoir analyser cette situation et expliquer par l'expérience que ça, c'est un fraudeur et qu'il faut et qu'on ne va pas ouvrir le compte. Alors, pour revenir aux différents types de moyens de paiement, il y a aussi, on ne l'a pas encore évoqué, le porte-monnaie électronique, ou le PayPal, en fait, c'est-à-dire de stocker son argent ailleurs et d'aller puiser dans ce coffre et non pas dans son coffre en banque, enfin son compte en banque. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une méthode pour s'assurer de ne pas se faire pirater sa carte bancaire, de laisser son compte bancaire à l'abri? Je pense qu'aujourd'hui, les fraudeurs sont capables de tout. Surtout, vous parliez des campagnes de phishing. Je pense qu'on l'a tous vu pendant le Covid. Les campagnes sont de plus en plus sophistiquées. Même moi qui travaille dans la fraude, à plusieurs reprises, je me suis posé la question et j'ai failli tomber dans le panneau. Avant, il y avait toujours des fautes d'orthographe. On voyait quelque chose clocher. Aujourd'hui, ils sont vraiment bons. Donc... il faut avoir... Et en plus, il y a du social engineering, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un contexte très favorable et très pertinent par rapport à notre réalité. Les plus de 60 ans à qui on a envoyé, vous avez un trop perçu de retraite, c'est targeté en plus maintenant. Donc oui,
Ils sont très bons, c'est nécessaire d'avoir une solution de fraude, même au moment de la connexion au compte. Et là, c'est la faille humaine. Alors, pour revenir justement sur l'humain, parce que vous disiez toute l'importance, Stéphanie Biron, de connaître son client. Quand on est une néobanque, finalement, on n'a aucune relation directe avec son client. Ça complexifie un peu la chose, non ? Alors oui, effectivement, mais aujourd'hui, Prismea, on a un modèle un peu hybride dans le sens où on va s'appuyer sur les technologies pour, on va dire, répondre aux besoins du quotidien de nos clients. Tout ce qui est très chronophage, tout ce qui demande de la réactivité, de l'instantanéité, tout ce qui est du suivi de ses comptes et de ses principaux indicateurs financiers. En revanche, on a quand même un service client et une équipe d'experts bancaires qui sont en relation avec les clients ou les prospects. Donc soit un appel entrant, donc notamment pour le service client, qui répond sur des horaires précis, assez élargis aux demandes et aux besoins clients. On vient d'obtenir d'ailleurs de la FNOR un label service France Garantie, donc qui démontre aussi de la qualité de notre service, et on a des taux de satisfaction très très importants. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les clients ont besoin quand même d'un contact humain, pas nécessairement physique, mais s'il est en visio ou par téléphone, ça crée déjà une relation. Nous, ça nous permet de mieux les connaître, de comprendre quelle est leur activité et d'ajuster aussi les critères de monitoring de leur flux qu'on met en place, parce qu'il est évident que une fois que le prospect a passé la barrière de l'entrée en relation, donc on pense que c'est un client sain et il vit sa vie au sein de Prismea, mais on a des checks, des monitorings de ses flux, de ses comportements, des virements, des paiements qu'il réalise, et donc il peut y arriver que certains clients soient sous surveillance parce qu'il y a des transactions qu'on ne va pas comprendre. Et donc, du coup, en fonction, cette connaissance humaine du client mixée avec ce monitoring via des outils technologiques va nous permettre en fait finalement de scorer les clients et puis de leur permettre d'avoir accès à des peut-être plafonds ou des seuils plus importants si on Merci Stéphanie, merci Stéphanie là, parce que là vous êtes en train de nous raconter toute votre histoire de votre solution. C'est pas l'objectif. Je crois qu'on a fait le tour un peu de la question du lien entre le moyen de paiement et la fraude. On voit vraiment où sont les failles aujourd'hui et les nouveaux moyens de paiement quand même qui arrivent comme des solutions. On a évoqué la biométrie, les e-wallets qui peuvent apporter des réponses. Merci à toutes les deux, Lisa Lachka, directrice du développement commercial France chez Riskify, et Stéphanie Biron, cofondatrice présidente de Prismea. À suivre dans Smart Tech. Alors d'abord on fait une petite pause et puis on se retrouve pour donner un coup de pouce à la diversité dans la tech. Vous êtes bien sûr Bismart et vous regardez Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et du numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. On va avoir un zoom quotidien sur l'innovation en fin de partie. Mais d'abord, c'est l'heure d'un rendez-vous avec la diversité. On l'a appelé à l'amorçage. Et c'est Chloé Sebag qui m'a rejointe en plateau, responsable de la communication et porte-parole de l'association Diversidays, qui va nous parler de ces startups qui sont portées par des profils un peu différents de ce qu'on voit d'ordinaire dans la French Tech. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine. Merci déjà d'être là pour porter ce sujet avec nous. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter deux startups. On va commencer avec David Niette, qui est le fondateur de Senpai. Oui, alors David Niette a fondé Senpai il y a quelques temps déjà. En gros, David... Alors Senpai déjà. De quoi parle-t-on Senpai. Du coup, Senpai, en fait, c'est une plateforme qui met en relation les entreprises avec les éditeurs de logiciels SAS pour faciliter le fait de trouver la solution qu'il vous faut. D'accord. Donc c'est sur un marché très professionnel. Exactement. Ok. Et David Niette, lui, vient de ce monde du B2B, ou quel est son profil, son parcours ? Alors en fait, David, il est issu d'une famille qui vient de l'immigration. En fait, ils viennent du Cambodge. Ils ont fui le Cambodge suite au génocide des Khmers rouges. Ils sont arrivés en France, ils sont installés à Besançon. David a grandi là-bas. Et puis, à 6 ans, il débarque à Paris. Il commence à travailler pour des startups. Puis, il va avoir un parcours en agence média.
Et ça va lui donner finalement un regard assez élargi de ce qui se passe en termes de marché, des problématiques existantes. Et il a décidé de mettre toute cette connaissance finalement au service des entreprises qui l'accompagnent. Il s'est aperçu que c'était pas si facile en fait de faire son choix, c'est ça? Exactement. Et alors où en est aujourd'hui sa start-up Senpai? Quelle est l'ambition aujourd'hui? Est-ce que c'est de trouver des fonds, des investisseurs? Alors, en fait, l'ambition globale de Senpai, c'est de faciliter la transformation digitale des entreprises, que ce soit des entreprises avec un salarié ou avec 400. Ça va jusque-là. En gros, c'est tout le monde, sauf les grands groupes. Okay. C'est environ 3 millions d'entreprises, donc on est sur un gros marché. Senpai, ils ont déjà quand même bien commencé, puisqu'ils ont été 2 fois lauréats de French Tech Tremplin. Aujourd'hui, l'ambition, c'est finalement d'atteindre le marché européen, une expansion européenne. On est sur une première levée de fonds niveau seed, donc c'est quand même un beau stade. Et aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est en fait de trouver les entreprises, il me disait hier, les bonnes mains dans lesquelles mettre le produit, parce que Senpai, c'est un produit gratuit. Et l'idée, c'est que là, un maximum de personnes puissent le tester. Donc, il suffit simplement de passer le cap pour les aider. D'accord, donc à tester tout de suite, Senpai, je vous y engage. On continue avec Aïssata Koité, qui est elle la fondatrice de Ivy Recrutement. Alors, Aïssata, elle sait de quoi elle parle, effectivement, parce que Ivy Recrutement, c'est une solution pour favoriser la reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. Et il se trouve que Aïssata s'est elle-même reconvertie. En fait, elle était comptable auparavant. Elle a entamé une formation chez Simplon.co en tant que codeuse. Elle s'est rendue compte qu'il y avait tout un tas de blocages, de freins quand on est une femme et qu'on veut se reconvertir vers ces métiers-là. Elle a lancé une première asso qui s'appelle Hello Ada, en hommage à Ada Lovelace. Ça a pas mal fonctionné, elle a été incubée, il y a eu un gros succès. Et aujourd'hui, en fait, Ivy, l'objectif, c'est d'élargir en proposant finalement une aide à la fois aux femmes, mais aussi aux hommes. Donc dans cette étape. Donc elle a gommé la référence à Ada Lovelace pour faire quelque chose de plus ouvert. Et c'est sur de la formation continue, c'est ça? Elle s'adresse à des personnes qui sont déjà en poste ou en recherche d'un nouvel emploi? Alors c'est plutôt de la formation reconversion pure, c'est-à-dire que c'est finalement les étudiants qui vont aller vers des écoles ou vers des organismes de formation qui vont avoir une aide de leur part. En fait, je dis de leur part d'ailleurs parce que Jawad Alaoui travaille avec elle, mais en gros l'idée c'est que quand on est en reconversion, c'est pas toujours évident de trouver la première expérience qui va vous permettre vraiment de vous installer dans le secteur et de vous donner l'expérience initiale. Et donc du coup, l'objectif de Ivy, c'est de faciliter le recrutement, de faciliter la mise en relation avec les entreprises, avec un CV qui va pas être un CV détaillé, mais plutôt des vidéos où on va se filmer et où en fait, les parcours de reconversion, il y a souvent des moments, des trous, etc. dans le CV. Donc l'objectif, c'est d'être à égalité avec les autres étudiants pour pouvoir se lancer facilement. Ok, super. Et là encore, où en est la start-up? Alors, la start-up Ivy, ils ont lancé la solution. Donc, la plateforme est en ligne. Il y a un portail pour les entreprises, il y a un portail pour les étudiants et les étudiantes. Mais aujourd'hui, il y a besoin de développer certaines choses, comme par exemple le portail pour les écoles. Il y a aussi besoin de développer tout ce qui est onboarding pour faciliter le moment où on se prend un peu en vidéo et où on crée... c'est jamais évident. Et puis, il y a aussi une autre partie pour les aider concrètement. Il faut en fait participer à leur sourcing. Ils ont besoin d'entreprises qui sont prêtes à se lancer, prêtes à recruter des personnes en reconversion et prêtes aussi à pas forcément se soucier du CV dans la globalité, mais à y aller sur des impressions de départ et sur la détermination du candidat ou de la candidate. Donc ça veut dire 2 types de besoins. Des besoins financiers, clairement, mais d'un autre côté, peut-être un mentoring ou un accompagnement par des professionnels de l'investissement, des startups, je ne sais pas. En fait, je pense qu'il y a besoin de fonds, ça c'est sûr, comme les 2 startups dont on parle aujourd'hui, et puis les startups en fait en général ont toujours besoin de fonds, mais il y a vraiment là une partie sourcing, business développement. Ils ont besoin d'aller toucher des entreprises aujourd'hui pour avoir un test grandeur nature. Donc je pense que c'est vraiment ça leur préoccupation principale. Ok, merci beaucoup Chloé Sebag, donc responsable de la communication, porte-parole de l'association Diversidays qui accompagne tous ces profils de la diversité dans leurs aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, c'est la dernière séquence de cette édition, on parle de demain. Alors on termine donc Smart Tech avec un projet hors norme. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, oui, aujourd'hui je vous présente un bateau
pour la science. C'est le projet Earth 300. Et si la cause est noble, étudier l'impact du réchauffement climatique en arpentant les mers du monde, eh bien la technologie n'en est pas moins épatante. Ce projet il a été imaginé par Aaron Oliveira, qui est l'ancien président du Royal Falcon Fleet. Il s'agit en fait d'un méga yacht à l'architecture révolutionnaire tant dans son design que dans son mode de propulsion. Ses dimensions, 300 mètres de long, 60 mètres de hauteur. Sa propulsion, un réacteur nucléaire à sel fondu. Alors c'est une technologie qu'on ne connaît pas, alors qu'en réalité elle a été inventée dans les années 70, mais elle n'a quasiment pas été exploitée en fait dans la recherche sur ce secteur-là. C'est une technologie propre qui, pour ce projet, reçoit le soutien de Bill Gates via sa société TerraPower. Concrètement, au lieu d'utiliser en fait un combustible solide comme dans le nucléaire classique, on utilise un combustible liquide, le sel fondu ici. Le réacteur va utiliser ces sels chimiquement stables pour confiner les produits de fission les plus dangereux. Et en même temps, il utilise aussi la convection pour évacuer passivement la chaleur résiduelle. Cette solution, elle est pilotable à la minute. C'est un très gros avantage de cette solution, avec une température de fonctionnement de 600 à 700 degrés Celsius. Bref, cette solution, elle est plus stable, elle est miniaturisable, donc c'est une option extrêmement intéressante pour le secteur maritime. Le problème, c'est que comme le gouvernement a arrêté de financer les recherches autour de cette technologie juste après les années 70, après sa création, eh bien on repart quasiment de zéro, ce qui veut dire que si le travail n'avance pas assez vite pour la mise à l'eau de ce navire qui est prévu pour 2025 à peu près, eh bien, le navire utilisera une autre solution de propulsion, ici du carburant synthétique à zéro émission. Alors, on a bien détaillé la partie propulsion. Qu'en est-il du côté du design ? Alors, le design, il est spectaculaire. C'est l'architecte naval Ivan Salas Jefferson qui m'a imaginé poser sur le bateau en fait une immense sphère noire. Évidemment, elle est là pour évoquer la planète Terre. À l'intérieur de cette sphère, il y a 13 étages. Une vingtaine de laboratoires pourront accueillir près de 160 scientifiques de différentes disciplines. S'ajouteront à ça 165 personnels, membres d'équipage qui travailleront sur le bateau. Le méga-yacht devrait également accueillir une vingtaine d'étudiants qui participeront au projet de recherche. Et puis, comme pour le tourisme spatial, 40 invités de marque, s'ils sont prêts à débourser entre 2,3 et 3 millions de dollars, pourront participer au voyage de ce projet Earth 300. Ça fait une condition quand même non négligeable, mais 20 suites luxueuses seront prévues pour les accueillir. Et l'idée, évidemment, c'est d'accompagner le financement de la recherche autour de l'impact du réchauffement climatique. Donc c'est assez noble et ça permettra de financer la recherche. Et puis pour finir en hauteur, vous l'avez vu sur les images, le pont avant du navire comporte un héliport. Évidemment, c'est presque un bateau de James Bond, on peut le dire. Puis il y a une plateforme d'observation qui donne l'impression d'être suspendu dans le ciel. Donc, on a hâte de voir si cette technologie va effectivement voir le jour. Le fondateur investit énormément de sa fortune personnelle pour y arriver. Et si tout va bien, dans 4 ans, on pourra suivre la mise à l'eau de cet incroyable bateau. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.